On va passer à la deuxième séquence de ce forum. Donc on va s'éloigner un petit peu de la question de l'arbre, mais elle va rester là quand même en filigrane. On va parler de l'intégration en fait des transitions énergie et climat dans la stratégie des entreprises agricoles. Comment on fait ? Non pas comment on fait, mais comment moi je fais maintenant dans ma pratique d'agriculteur ou dans ma pratique de conseiller pour intégrer tout ça, le bas carbone, l'énergie, le climat, dans une stratégie d'exploitation. Donc on va avoir le témoignage de Camille Lefebvre qui n'est pas là, parce qu'elle va très bientôt être maman à nouveau. Et donc on l'a enregistré. On va avoir l'intervention de Isabelle Diomard de la Chambre de Normandie qui accompagne des dossiers d'agriculteurs, des stratégies d'agriculteurs. Et puis, on aura aussi une table ronde avec plusieurs intervenants sur comment demain, on arrive à avoir des exploitations agricoles qui soient à la fois compétitives, attractives pour les jeunes, bas carbone, bref, parfaites. Comment être à ce rendez-vous-là ? Voilà. Témoignage de Camille Lefebvre. Nous sommes en Ille-et-Vilaine, à Passé, dans le GAEC du Guénot, où Camille Lefebvre et Charles-Édouard s'occupent d'un élevage. Depuis 3 ans pour Camille. Nous sommes au bord de la Flume et au bord d'une départementale. Bonjour, donc voilà, je suis Camille. Je suis installée avec mon mari qui est installé lui depuis 12 ans. J'ai repris la suite après mes beaux-parents, du coup, qui étaient installés avec mon mari. On a ici un troupeau de 110 vaches Primolstein, vaches laitières de race Primolstein, et on a 120 hectares. La particularité chez nous, c'est que sur les 120 hectares, on a 2 îlots de terre qui sont à 7 km. En termes de sol, on est sur 2 sols différents. Donc c'est vrai que par rapport aux aléas climatiques, quand une terre sableuse fait passer l'eau, l'autre va plus argileuse, va retenir l'eau. Donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on arrive à jouer et avoir des fourrages à peu près homogènes d'une année sur l'autre. Nous sommes à l'automne 2025. Ces derniers mois ont été compliqués. On a traversé des excédents d'eau, on a traversé des excédents de chaleur, on a aussi traversé des déficits de pluie, notamment cet été. Comment avez-vous vécu cette période ? Alors, chez nous, en termes de culture, on a eu beaucoup de chance. On a eu, pour notre maïs fourrage, donc, qui est l'aliment principal pour nos vaches, la pluie juste au bon moment. Donc, les rendements sont au rendez-vous malgré ces aléas climatiques. Par contre, en termes de chaleur et de ressenti, surtout dans le bâtiment pour nos animaux, ça a été très compliqué. Ça a commencé mi-juin, ça s'est terminé fin août. Dès qu'on avait un peu de répit, elles s'en remettaient à peine qu'on était reparti pour un coup de chaleur. Et c'est plutôt ça pour moi qui est le vrai défi pour demain à gérer. On se rend bien compte qu'il nous faut de plus en plus de stock. Donc chez nous, on a de la chance, on a au moins 6 mois de stock. Donc là, on vient juste d'ensiler le maïs 2025. Mais il nous reste au moins pour 6 mois de maïs 2024. Donc pour tamponner, et puis si demain on subit une sécheresse qui pourrait arriver, voilà, on pourrait se contenter d'un moins bon rendement. Par rapport à l'année dernière, le souci qu'on a eu, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2024, on a eu des conditions de semis de maïs qui ont été très compliquées, donc des semis plutôt tardifs, ce qui a fait que le maïs forcément a été ensilé aussi tardivement. Et dans la plupart des récoltes, on a vu, du coup, on a des mycotoxines qui sont dans le maïs. Donc c'est des mycotoxines de champ qui reviennent dans l'alimentation et qui génèrent des problèmes. Alors chez nous, c'est plutôt des problèmes de repro. Beaucoup de vaches kystées, du coup, qui revenaient mal en chaleur. Et pour combler ce problème, il existe des capteurs mycotoxines. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est obligé d'ajouter des capteurs à notre alimentation. C'est des capteurs qui coûtent très cher, jusqu'à 8 000 € la tonne. Voilà, mais c'est le seul moyen qu'on a pour compenser une qualité de maïs qui est quand même erronée en 2024. Par rapport au comportement des animaux dans les bâtiments ou à l'extérieur lors des vagues de chaleur, qu'est-ce que vous avez observé ?
Alors chez nous, ce qu'on voit le plus, c'est que les vaches, elles allaitent. Donc clairement, ça tire. Voilà, on a eu pas mal de pneumonies. Donc cet été, c'est plutôt ça qui est compliqué à gérer. L'important, c'est quoi? C'est qu'elles aient de l'eau à volonté. Voilà, donc chez nous, ça a été le cas cette année. Mais ça ne suffit pas. En fait, il faut aussi beaucoup de circulation d'air et refroidir les bâtiments, quoi. Voilà. Le problème, c'est que des fois, les tôles translucides dans les bâtiments d'élevage, eh ben, c'est bien, ça nous apporte du confort de travail pour nous, éleveurs. Mais en fait, derrière, ça fait un effet de serre pour les vaches qui sont en dessous. Je suis inquiète, mais en fait, c'est pas tant les températures qui me choquent, moi. C'est plutôt la baisse de température qui n'est pas au rendez-vous la nuit. Voilà, c'est vraiment ça. Normalement, elles devraient pouvoir se reposer, les vaches, la nuit. Et en fait, on voit bien que vu que les températures ne baissent pas, ben en fait, c'est pendant 24, 48, 72 heures, elles sont en stress thermique, quoi. Est-ce que vous estimez que l'exploitation agricole du Guénot est prête pour cet avenir? Alors, l'avenir nous le dira. On essaye en fait d'anticiper ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on a fait appel à Alice de la Chambre d'agriculture pour essayer déjà dès l'été prochain de pallier à ces coups de chaud et de réussir à faire ventiler l'air d'un bout à l'autre de la stabulation. En termes d'eau, on a eu de la chance cette année parce que malgré les grosses températures, les vaches ont eu accès à l'eau à volonté, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisque nous étions sur l'eau de la ville. Et étant en bout de ligne, par exemple, pendant qu'on mettait le lavage de la salle de traite en route, les vaches n'avaient pas accès à l'eau. Voilà. Cette année, on a eu la possibilité de faire un forage, donc à 200 mètres de la stabulation, ce qui nous a permis d'avoir de l'eau à volonté pour les vaches. Alors dans le cadre du programme Climaterra, vous avez fait un test de vulnérabilité au changement climatique avec le diagnostic Climalia. Quels sont vos atouts en fait sur l'exploitation pour faire face au changement climatique? En termes d'atouts, donc déjà on a quand même le climat breton qui est quand même bon, on n'est pas encore en Normandie, mais en termes de pluviométrie, on est quand même pas trop mal. Ensuite, j'ai envie de dire quand même historiquement l'exploitation, comment elle a été construite aussi par mes beaux-parents, c'est important. En fait, on part toujours, on achète une ferme avec son historique, donc qu'on choisit pas forcément. Mais par exemple, dans notre cas, les vaches, elles sont en logette creuse avec du sable dolomitique et de la farine de paille de colza broyée. Ce qui fait qu'en fait, en termes de chaleur, le sable dolomitique est beaucoup plus frais en fait pour les animaux. Et ensuite, vous voyez derrière moi, on a fait une stabulation donc, qui a été mise en route en avril dernier pour les génisses. L'idée ici, c'était d'apporter et du confort de travail et du bien-être animal. Donc là, en termes de place de couchage, elles sont quand même beaucoup plus espacées. On a laissé tout un pan, donc le pan est, nord-est, ouvert. Comme ça, voilà, en termes de ventilation, tout ça, c'est beaucoup mieux quand même. Quelles sont les principales actions à mettre en place à partir de maintenant pour améliorer la résilience? Alors, on a travaillé avec Alice. Donc, elle a fait plein de mesures sur 2-3 jours cet été. Donc, en plus, c'est intéressant parce qu'elle fait vraiment des mesures avec des vents différents. Elle regarde les jours, voilà, pour vraiment savoir comment les animaux et même comment le bâtiment se comporte en cas de forte chaleur. Donc, on sait d'où on part. Voilà, et après, du coup, elle nous a proposé des travaux pour améliorer ça. Et l'année prochaine, elle reviendra aussi faire d'autres mesures pour savoir si ce qu'on a mis en place fonctionne correctement ou pas. Donc concrètement, chez nous, donc on a un bâtiment vache laitière de 80 mètres et au milieu, l'air ne circule plus du tout, quoi. Vraiment, on a une tranche de 10-15 mètres où on voit bien, peu importe les vents, ça ne circule pas. Donc l'idée, c'est vraiment de venir pousser l'air avec des ventilateurs parce qu'elle s'est rendue compte quand même que
que d'utiliser de la ventilation naturelle, chez nous, ça ne suffirait pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé d'investir. Donc derrière moi, vous voyez les niches à veaux. C'est aussi une question qu'on se posait avec Alice. Aujourd'hui, elles sont orientées plein sud, sans toit. Donc c'est super l'hiver parce que un petit brin de soleil et elles sont super en forme, les génisses. Le problème, c'est l'été. Donc clairement, en plus, on a des niches sans courette. On pourrait investir, mais ça coûte... Enfin, aujourd'hui, on a des niches, donc faut toujours rapporter aussi le coût au gain. Et du coup, elle nous a fait tout un plan pour savoir où les mettre et comment exposer en termes de vent, d'ensoleillement. Voilà, pour continuer d'avoir des belles génisses, mais qu'elles souffrent beaucoup moins lors des fortes chaleurs l'été. Je pense que la stratégie, elle se fait d'elle-même. En fait, à partir du moment où on est éleveur, où on est cultivateur, forcément, on voit les choses, on les ressent. Et en fait, c'est plutôt par rapport à ça. Il ne faut pas avoir d'œillère. Il faut se rendre compte des choses. Et après, je ne peux pas dire qu'il faut qu'on prévoie déjà les choses pour dans 10 ans. Mais en fait, il faut déjà se rendre compte des bilans et avancer petit à petit parce que de toute façon, l'élevage, l'agriculture en général, c'est que ça. C'est que se remettre en question, échanger. On a toujours eu des changements de façon de travailler, des changements de... Voilà, en fait, on vit avec la nature, quoi. On est sur un secteur où il y a quelques problèmes d'érosion des sols. Et dans votre programme, vous avez prévu d'implanter une haie, je pense, pour travailler sur ces problèmes d'érosion des sols. Quelle place vous avez envie de donner à l'arbre dans l'exploitation à l'avenir ? Alors chez nous, effectivement, on a le projet de mettre une haie parce que la ferme, en fait, d'ici, on ne voit pas très bien. Mais la ferme, tous nos terres sont en hauteur par rapport à la ferme. Donc toute l'eau pourrait être lessivée des champs, descendre des champs. Donc on voudrait faire une haie pour protéger la ferme et que l'eau ne s'écoule pas dans la ferme. Après, cette question-là de l'arbre, c'est facile de se dire on plante des arbres. Ce qui est plus compliqué demain, c'est de l'entretenir. Voilà. Aujourd'hui, quand on a déjà 3 km de haies sur toutes ces terres, c'est vrai qu'il faut le faire, le bois. Donc il y a des organismes qui acceptent de faire ça, mais alors soit ça a un coût, soit en fait ils sont débordés. Donc c'est bien de planter, mais voilà, c'est plutôt... faut se faire aider. C'est comme avec Alice, je pense. Faut se faire aider, faut savoir où planter correctement. Et là, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas planter pour planter et après laisser ça aussi en végétation. On peut aussi parler derrière les plantations, les talus que ça peut générer. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de problèmes avec les sangliers. Voilà, en fait, les terrains aujourd'hui, quand on cultive des terres et quand on a des terrains en fermage, il faut entretenir. Si on n'arrive plus à entretenir, c'est là où on laisse la place aussi à tous les nuisibles qui peuvent demain nous embêter pour avoir des bons fourrages. Alors le 8e Forum Grand Ouest Climat et Énergie se réunit cette année. On va aborder de nombreux sujets comme l'agroforesterie, l'agrivoltaïsme, l'intégration du bas carbone et de l'adaptation dans les entreprises agricoles. Est-ce que dans ce cadre-là, Camille, vous avez un message à faire passer, une attente particulière ? Alors, aujourd'hui, il y a quand même 1000 agricultures, il faut s'en rendre compte. L'important, c'est d'avoir une cohérence dans son système, donc avec ses valeurs, avec son environnement, avec son historique aussi. Faut se faire aider pour toutes ces questions-là, si on veut y aller de climat, de carbone. Il y a des professionnels pour ça. Mais il faut surtout, voilà, je tiens à le dire, c'est la cohérence du système. Pour moi, c'est la priorité aujourd'hui. On ne pourra pas poser de questions à Camille puisqu'elle n'est pas là. On va passer la parole à Isabelle Diomard.
de la Chambre de Normandie. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais pour moi vous parler de la vulnérabilité face au changement climatique avec des résultats, des premiers résultats obtenus en Normandie. Donc, Isabelle Diomard, moi je suis manager de projet climat pour les chambres d'agriculture de Normandie. Je représente un peu la région aujourd'hui parce que je crois que je suis la seule normande. Et je voulais tout de suite commencer par démentir la différence entre la Bretagne et la Normandie qui a été évoquée dans la vidéo. Au niveau pluviométrie, on a à peu près les mêmes choses. Voilà. Après, tout dépend de où on est, parce qu'effectivement, il y a des grandes différences dans les deux régions. En Normandie, ça va de 600 mm par an en pluviométrie jusqu'à 1200, donc pas très différent. Bien, sur ce, je passe à mon sujet. Alors. On est, comme pour la vidéo, dans le cadre du projet Climatera. Et je voulais commencer par représenter ce qu'était ce projet. On est sur un projet national qui est animé par Chambre d'agriculture France, qui vise vraiment à savoir comment accompagner les exploitations agricoles dans le contexte du changement climatique. Parce qu'on a besoin de savoir comment faire pour ce sujet qui est de plus en plus important, mais qui est quand même un peu nouveau, en particulier sur la partie adaptation au changement climatique. Donc c'est un projet qui a démarré en 2023 et qui essaime sur le terrain plutôt depuis 2024 et il se termine fin 2026. Ce projet, il est financé avec des financements du CASDAR. Et toutes les chambres d'agriculture de France sont impliquées. Donc l'objectif, c'est vraiment de disposer d'outils, de méthodes robustes, partagées. Il y a d'autres partenaires dans le projet, notamment les instituts techniques, par exemple, les coopératives agricoles qui ont aussi des actions. Donc ça vise à accompagner les transformations des exploitations via des leviers d'adaptation en priorité et d'atténuation en parallèle, puisqu'on sait que les deux enjeux sont importants face au changement climatique. En Normandie, on a pour objectif d'établir avec 45 agriculteurs leur plan d'action face au changement climatique. Et ça passe par un diagnostic de vulnérabilité. Et ça va être sur ce diagnostic que je vais baser ma présentation. Sachant qu'on a d'autres objectifs, des objectifs de sensibilisation. On a 50 réunions à réaliser sur la période 2023-2026. Et pour 15 des agriculteurs chez qui on a fait le plan d'action, on va les accompagner pour mise en œuvre de certains des leviers qu'ils ont choisis sur leur exploitation. Donc ça, c'est les objectifs normands. À l'échelle nationale, des plans d'action, il y en a à peu près 1000. Merci. Alors là, ce matin, je vais vous parler des diagnostics de vulnérabilité pour 34 exploitations. Je viens de vous dire 45, c'est parce qu'il nous en reste encore à faire, on n'a pas fini. Et donc, on a choisi en Normandie de proposer ce diagnostic en priorité à des exploitants qui étaient plutôt en élevage bovin ou grande culture. Ce sont les sujets qu'on maîtrise le plus chez nous, puisque ce sont aussi les systèmes agricoles les plus fréquents dans la région. Vous avez un petit camembert normand avec la répartition des différentes productions. Donc vous avez 13 exploitations en polyculture élevage, à peu près autant en bovin lait. Sinon, on a 2 bovins viande et 8 en grande culture pure, c'est-à-dire pas du tout d'élevage. Donc c'est assez typique des systèmes normands. Et sur la répartition des exploitations, vous voyez sur la carte, ce sont les points noirs. Vous retrouvez les 5 départements normands et vous voyez que bon, il y en a un
un peu dans tous les départements. C'était l'objectif. Un peu moins peut-être en Seine-Maritime et dans l'Orne, mais bon. On s'est basé sur du volontariat pour une grande majorité de ces exploitants, donc on n'a pas choisi l'endroit d'où ils venaient. Il faut noter que 12 d'entre eux font partie d'un groupe de l'Eure, un groupe qui est en agroforesterie. Donc on va retrouver des sujets de l'arbre qu'on a largement évoqués ce matin. Alors le diagnostic de vulnérabilité, en Normandie, on a choisi de travailler à partir d'un support qui a été élaboré dans le sud, au départ par la Chambre d'agriculture du Gard, repris par les chambres d'Occitanie. Et bien sûr, on l'a adapté au contexte normand parce que franchement, il y avait plein de choses qui n'ont rien à voir. On ne parle pas de la même façon, déjà. Quand on veut parler d'une pente, en Normandie, on parle de cotis ou de picane. En Occitanie, ils disent autre chose. Bon, voilà, il faut se comprendre. On n'a pas forcément les mêmes productions agricoles, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas le même climat, on n'a pas les mêmes effets du changement climatique. Donc il y a plein de choses à adapter. Comment ça fonctionne ? C'est un tableur. Donc, vous avez un petit extrait ici. Il y a des grands thèmes. Dans le tableur, en fait, on a une dizaine de grands thèmes qui sont balayés. Des généralités d'exploitation, les aléas climatiques, je vais revenir dessus, les questions sur le sol, l'eau, l'élevage, les cultures, et puis on a aussi l'arboriculture, les légumes. Pour chaque thématique, on a toute une série de questions avec des éléments qui peuvent jouer sur l'impact que peut avoir le changement climatique sur l'exploitation. Donc là, élevage et fourrage, on va retrouver des éléments que vous avez vus dans la vidéo juste avant, des questions de capacité de stockage de fourrage, de l'adaptation de bâtiments d'élevage à chaleur, le fait qu'il y ait des arbres ou pas, etc. À chaque fois, en fait, il y a la réponse et puis surtout une notation. Notation de 1, vulnérabilité faible, à 4, vulnérabilité forte. Alors la notation, elle est aidée, c'est-à-dire qu'il y a un petit commentaire qui permet de juger est-ce qu'on est sur l'exploitation plutôt 1, plutôt 2, plutôt 3, plutôt 4. Une fois qu'on a rempli toutes ces notations, on a une illustration sous forme de graphique, toujours par thématique. Donc là, par exemple, c'est le sol. Et puis, chacune des questions permet d'illustrer la note. Plus on est en pointe vers l'extérieur, plus la vulnérabilité est élevée. Donc ça, c'est intéressant pour avoir un peu le visuel global de l'exploitation avec les points de vulnérabilité saillants. Donc, c'est ce qui se rapproche de l'extérieur du graphique. C'est certainement des éléments qu'il va falloir travailler sur l'exploitation. Bon, alors ce tableur-là, il est quand même un petit peu complexe. Donc c'est toujours rempli par un conseiller dans le cadre de Climatera lors d'un rendez-vous avec l'agriculteur. Ça se fait en une demi-journée. Et une fois que l'ensemble des questions a été remplies, il y a aussi une matrice atout faiblesse, opportunité, menace concernant vraiment la situation de l'exploitation qui est établie. Je précise que ce travail sur l'adaptation du diagnostic de la vulnérabilité au contexte normand, ça a été fait grâce à des financements de l'ADEME qu'on a eu en plus des financements du projet Climatera, puisque ça demandait un temps supplémentaire. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un global sur l'exploitation, d'aborder l'ensemble des productions. Hein. Et parfois, on a eu des exploitations qui avaient 3-4 ateliers différents. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir nos différents onglets qui permettaient d'avoir des questions pour chacun des éléments importants pour l'agriculteur. Un autre élément aussi dans le diagnostic, c'est que à chaque fois, avant d'entamer le diagnostic, le conseiller, lors du rendez-vous avec l'agriculteur, il a utilisé les graphiques de notre outil de projection climatique qui s'appelle AgriClim, que j'ai illustré ici avec des indicateurs qu'on utilise pour la prairie.
À AgriClim, l'objectif, c'est illustrer les effets à venir du changement climatique sur les productions agricoles en se basant vraiment sur des données locales. On a une situation tous les 25 km. Et là, par exemple, on peut regarder le stress thermique sur la prairie avec l'effet possible en 2020-2049 par rapport au passé fin XXe siècle et de constater, par exemple, qu'ici, on a davantage de jours qui vont arriver où on va avoir ce stress thermique sur la prairie, donc a priori moins d'herbe disponible l'été. Idem, le bilan hydrique, si on compare le vert qui est la période à venir par rapport au bleu qui est le passé, on voit que le bilan hydrique diminue notamment l'été, les mois 7 et 8, juillet, août, et donc a priori dans ce secteur-là, il y a risque d'avoir moins d'herbe aussi à cette période-là. Et on ne parle pas du fin de siècle, là, 2070-2099, où ce sera beaucoup plus compliqué sans doute. AgriClim est bien sûr fruit d'un travail commun avec les chambres Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas l'info. On a une quinzaine de productions disponibles dedans, ce qui est quand même précieux par rapport à la diversité des productions agricoles dans notre région. Alors, premier résultat de ces diagnostics, bilan sur les 34 exploitations dont on a les résultats, c'est vraiment le ressenti des exploitants par rapport à ces effets du changement climatique sur leur activité. Bon, déjà, les 3/4 sont convaincus que le changement climatique aura un impact sur l'exploitation. C'est un peu logique dans le contexte, puisqu'on est parti sur des gens qui étaient volontaires pour travailler le sujet, donc on peut supposer qu'ils ressentaient quelque chose. Et 90% ont déjà commencé à mettre en œuvre des adaptations. Ils sont conscients qu'il y a quelque chose et ils ont commencé à travailler sur le sujet d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que l'adaptation des variétés par rapport à l'augmentation des températures. Je pense au maïs, évidemment. Un autre point, c'est que 40% identifient une pénibilité supplémentaire au travail. Ça, c'était une des questions spécifiques dans le diagnostic. Et vraiment, ça leur a parlé. Alors, il y en a qui ont évoqué les températures élevées, au moment de faire le foin, les moissons. Mais aussi beaucoup ont évoqué les problèmes de pic d'activité avec des fenêtres d'intervention courtes. Et ça, c'est lié aux automnes très pluvieux ou au printemps très pluvieux qu'on a pu avoir ces dernières années. Et vraiment une pénibilité supplémentaire. Il y en a qui évoquent aussi, je ne l'ai pas noté là, du travail supplémentaire avec davantage de fourrage à distribuer puisque les prairies ne produisent plus à certaines périodes de l'année. C'est aussi, ça fait partie des pics de travail. Et globalement, il y a aussi eu mention de charge mentale avec l'impossibilité d'anticiper les travaux. Et ça, c'est un élément qui rajoute de la pénibilité, qui est plus dans la tête que physique, mais qui est très importante aussi. Dans les questions, il y avait aussi les questions d'assurance climatique. Donc là, constat, plus de la moitié a souscrit une assurance climatique. Donc ça, c'était la conclusion sur cette partie-là. Ensuite, il y a toute une série de questions sur les aléas climatiques vécus par les agriculteurs. On a eu beaucoup de réponses intéressantes sur ce point-là. Alors, sans surprise, les principaux aléas vécus par les agriculteurs, ce sont les températures élevées et la sécheresse qui sont mentionnés. Donc 40% ont mentionné des impacts importants ces dernières années sur ces deux points-là. Par contre, il y en a quand même 12 sur les températures élevées et 18% sur la sécheresse qui n'ont jamais été touchés dans leur historique. Donc la Normandie, un spot très intéressant. On a des secteurs qui ne sont pas touchés. Il y avait une question aussi sur les inondations. Les inondations et excès d'eau, ils ressortent assez peu, de manière un peu surprenante par rapport à ce que je viens de dire sur la pénibilité et les pics de travaux. 12% on mentionne un impact fort ces dernières années. Ça dépend aussi sans doute de la localisation des exploitations. Évidemment, avec 34, ce n'est pas du tout exhaustif.
Les dégâts de gel sont relevés par moins de 10% des agriculteurs. On est aussi sur des productions qui sont relativement peu sensibles. Si on avait été ciblé sur l'arboriculture, je pense qu'on aurait eu plus de soucis relevés. Et puis, il y avait une question générique sur les autres aléas qui pouvaient être cités. Un tiers des exploitants les ont mentionnés, notamment l'impact des insectes sur les cultures, mais aussi en élevage, avec des pullulations qui sont mentionnées. On a eu aussi mention de vent et de tourbillons qui créent des dégâts sur la production de lin. Également, les limaces, les étourneaux, enfin des perturbations d'animaux en général. Ce qu'on peut dire par rapport à ce point sur les aléas climatiques, c'est que l'évaluation elle reste quand même subjective puisque c'est lié à la perception de l'agriculteur. Et on a eu le souci d'avoir plusieurs jeunes installés qui n'avaient pas l'historique de leur exploitation et qui avaient du mal à répondre sur ce point-là. Alors j'ai tenté de faire une synthèse de ces notes en faisant une moyenne des 8 types d'aléas identifiés. Et donc, il en ressort une petite carte ici qui montre plein de choses. Donc, la notation, elle va de 1 à 4. Les notes, quand vous regardez au global, ça va de 1,2 à 2,6 sur 4. Donc, en fait, on est une région plutôt préservée en Normandie par rapport à ces aléas, si on n'a pas de notes très, très élevées. Et puis 2 exploitations, ici dans le Sud-Manche et ici, limite de l'Orne et du Calvados. Donc quasiment aucun impact des aléas climatiques. Donc peut-être qu'ils ne seront pas du tout impactés par le changement. Je ne sais pas. En revanche, des notes plus élevées apparaissent ici, 2,1, 2,2, 2,6, 2,2. Clairement, c'est la frange, entre guillemets, plus continentale de la région. Je dis entre guillemets parce qu'au sens climatique, ce n'est pas vraiment ça, mais... Voilà, ça va être les zones plus éloignées de la mer avec des effets de température beaucoup plus forts, effets de sécheresse également, puisque c'est des sols moins épais dans ces secteurs-là globalement. Si on regarde les autres points de vulnérabilité qui sont abordés dans le questionnaire, on a des questions liées à l'élevage, le stockage d'aliments, l'arrêt de pousse des prairies. On a aussi une question sur la valorisation d'herbes automne-hiver qui est une pousse intéressante mais qui reste difficile à valoriser pour 28% des exploitations. Et à peu près un petit tiers ont des bâtiments d'élevage, pour l'instant pas ou très peu équipés contre les températures élevées, donc peut-être des choses à voir. Sur le sol, un tiers évoque des problèmes de compaction de sol, ce qui peut générer... par la suite des risques d'impact de sécheresse. 24% importent rarement des produits organiques, donc un risque sur la matière organique, la vie du sol. 24% aussi, ce n'est pas forcément les mêmes, ont des sols séchants sur plus de la moitié de leur surface. Et par rapport au risque de montée du niveau de la mer, là dans le panel, on a une seule exploitation dans la Manche qui relève un risque lié à ça. Mais ça peut être un risque qui est très impactant. En grande culture, les points de vulnérabilité notés, c'est la concentration du chiffre d'affaires culture. Donc la moitié des agriculteurs réalisent 2 tiers de leur chiffre d'affaires culture avec 1 ou 2 cultures seulement. 24% ont peu recours à des stratégies d'esquive des aléas, c'est-à-dire jouer sur les variétés, les dates de semis, les diversités de ce point de vue-là. Et 29% ont moins de la moitié de leur surface de culture avec des éléments arborés. On a eu un peu de difficulté à caler notre référentiel sur ce point-là, avec des zones très bocagères et d'autres de paysages très ouverts à l'est de la région. Donc, pas facile d'avoir des questions qui soient adaptées à tout le monde. Gestion de l'eau, c'est un enjeu nouveau pour la région. 60% n'ont pas d'action de ce point de vue-là. Et ça va être un élément quand même à travailler. 24% des éleveurs identifient une problématique d'abreuvement. Et en note, il y a 5 irrigants sur les 34 exploitations identifiées là, dans notre panel, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de la région. On a moins d'1% de la SAU qui est irriguée actuellement. Synthèse sur la vulnérabilité du diagnostic.
Bon, on voit que nos agriculteurs sont déjà bien sensibilisés, en tout cas ceux qu'on a rencontrés. Ils ont commencé à s'adapter. On est dans une région plutôt préservée. Beaucoup de points positifs qui ressortent parce que je vous ai ressorti la vulnérabilité avec parfois des faibles pourcentages. Ça veut dire qu'il y en a des fois 70% et plus qui ont des pratiques déjà favorables. À noter par rapport au diagnostic, ça reste très qualitatif. Ça ne permet pas de comparaison d'un niveau de vulnérabilité d'une exploitation à l'autre. Il n'y a pas de note globale. On avait aussi dans notre diagnostic une remarque importante, c'est qu'il y avait des questions sur la diversification des activités parce que ça permet d'être moins soumis à un aléa qui peut toucher une production à un moment donné. Ça a parfois été très mal reçu par nos agriculteurs, ayant déjà, notamment en élevage, des charges de travail très élevées. Ils n'ont pas aimé la question, et c'est comme ça. Les suites à venir, déjà au niveau de Climatera, on va poursuivre les diagnostics, on va établir des plans d'action pour les exploitations. Il y en a 29 qui sont déjà établis. À noter par rapport au sujet de la première partie, c'est que 100% souhaitent travailler sur l'arbre. Et puis, pour nous, au niveau chambre, on sait maintenant qu'on doit développer le savoir-faire de nos conseillers et améliorer l'accompagnement des agriculteurs sur différents sujets, la gestion de l'eau, clairement, tout ce qui est recyclage, économie, surveillance et gestion de l'abreuvement. Les stocks fourragers, parce qu'on avait un questionnaire qui demandait est-ce que vous avez 1 an, plus, moins, quel est vraiment l'objectif à viser dans le contexte de chaque exploitation, ça c'est un point important. La diversification des productions, je l'ai évoqué tout de suite. Et puis, tout ce qui est gestion du travail dans l'exploitation agricole. Donc ça, on le teste dans nos plans d'action avec application d'un calculé de travail dans au moins une des exploitations qui souhaitent réfléchir sur ce sujet-là. Et je termine là-dessus. Je vous remercie. Merci Isabelle. Alors, juste pour information, en Bretagne, on est aussi engagé dans ce programme Climatera. On accompagne une 40aine d'exploitations agricoles et on utilise AgriClim aussi. On utilise aussi le diagnostic Climaléa Test qui a été présenté hier matin dans le cadre du programme de la restitution du programme Ferme Adapt. Voilà, donc c'est un chouette programme qui nous permet de découvrir qu'est-ce que peut être un conseil global sur le changement climatique à la ferme. On a le temps pour 1 ou 2 questions, mais pas plus, parce qu'on n'arrête pas de me remanger notre marge. Donc, je ne sais pas s'il y a une question pour Isabelle. Là-bas. Oui, je m'interrogeais, j'ai noté, il y avait la moitié qu'on souscrit dans une assurance climatique. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit bien placé, qui propose des assurances, qui connaît ces tarifs-là, est-ce que vous avez du coup une notion de combien que ça coûte une assurance comme ça? Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais ça m'interpelle quand même. Et notre truc que je me suis demandé, le risque incendie, il n'a pas été relevé par des fermes, voir est-ce que c'est quelque chose que eux ils se préoccupent de ça. Et du coup, derrière ma question, c'était est-ce que aussi vous arrivez, grâce à ce diagnostic, à interroger sur les pratiques de brûlage à l'air libre des rémanents de bois, de coupe? Mais c'est à noter peut-être pour, je sais pas, des perspectives, parce qu'on avait Jean-Marc Labbé hier qui nous disait qu'en tant que maire de sa commune de Laméogon, il a délivré 9 autorisations de brûlage l'année dernière. Donc on sait que c'est une pratique qui perdure malgré qu'on cherche des alternatives. Et donc derrière la pratique du brûlage, les alternatives, c'est soit on pousse en tas et puis on peut stocker du carbone quand même, plutôt que de le brûler comme ça, je dirais, c'est bêtement. Et puis l'autre, c'est de faire des énergies renouvelables avec les branches. Donc en tout cas, arrêter la pratique du brûlage, je pense que ça peut peut-être s'intégrer dans une logique aussi de comment je reconsidère ma haie. Alors sur les assurances, on aimerait bien savoir.
Mais en fait, c'est comme quand on veut comparer des forfaits d'abonnement téléphonique. Trop compliqué, personne n'avait fait la même chose, donc voilà. On n'a pas un chiffre comme ça, c'est chaque assurance qui en plus peut avoir différentes choses assurées dans la même exploitation, donc c'est jamais on n'a pas forcément un tarif isolé. La deuxième question, c'était par rapport aux incendies. Oui, donc la question spécifiquement portait sur les feux de moisson. Parce que c'est un élément qui est un peu nouveau dans la région qu'on n'avait pas avant. Il y a toujours eu des problèmes d'incendie, de fourrage par exemple. Ça, c'est pas lié au changement climatique. Et il se trouve que là, les agriculteurs n'ont pas été concernés. Bon. Après, avec l'habitude, je dirais que c'est quelque chose qui arrive à se gérer. C'est juste des question aussi d'organisation, que dès qu'il y a un engin dans le champ, il y a aussi un engin à côté disponible pour casser le sol et faire des barrières, en fait, avec un déchômeur, par exemple. C'est ce que nous disent les cultivateurs. Et la dernière question, par rapport au brûlage des rémanents de haies, là, on est vraiment sur un questionnaire plutôt orienté adaptation, donc je vois pas trop, en fait. Si on est sur un global questionnaire vulnérabilité en général, peut-être. En général, vulnérabilité, tout confondu, ça pourrait rentrer dedans, ou si on intègre l'aspect carbone, mais là, c'était pas l'objectif. Ok, merci. Finalement, toutes les questions ont été posées en une. On va passer à la table ronde tout de suite. Donc, Charlotte Kénard va animer cette table ronde. Et Loïc Guine, Jean-Marie Gaude et Benoît Portier, vous pouvez rejoindre Charlotte tout de suite sur la scène. Merci Isabelle. Merci. Voilà, dernière séquence de cette matinée avec notre table ronde sur les exploitations agricoles de demain. Alors, je parle pendant qu'il s'installe pour grappiller quelques secondes qui nous manquent. Donc, le thème de notre table ronde... J'ai perdu la diapo. Merci, Maïna. J'ai rien touché, en fait. Ah, ok. Le thème de notre table ronde pourrait nous tenir pendant 2 jours. On va quand même essayer de faire ça en à peu près 50 minutes. Le thème de la table ronde, il est sur l'avenir. Donc demain, comment peut-on être au rendez-vous pour avoir des exploitations agricoles qui soient compétitives, qui soient attractives pour les nouvelles générations? C'est évidemment un des enjeux les plus forts de notre région, le renouvellement. Et aussi qui soit bas carbone, adapté au changement climatique, qui se soit saisi en fait des enjeux dont on discute depuis hier. Pour participer à cette table ronde, d'abord, je vais commencer par poser une première question finalement à Loïc. Donc Loïc, tu t'es déjà présenté, mais bon, je rappelle que tu es producteur de lait en bio dans le nord d'Ille-et-Vilaine. Tu es aussi président de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine et tu travailles en tant que responsable professionnel à la fois sur les questions de l'installation et sur les questions du climat. Et tu as 62 ans. Donc, comme on est sur l'attractivité, je voulais te poser à toi la question. Pas encore, n'exagère pas. Ça viendra, mais vous ne serez pas tous là pour boire le champagne. 61 ans et 3 quarts. Toi, ton exploitation, est-ce que tu penses qu'elle est compétitive, attractive pour les jeunes et bas carbone? Comment tu vois les choses, toi, en tant qu'agriculteur d'abord? C'est comme... plein de termes, on n'a pas tous la même définition. Quand on parle de souveraineté alimentaire, on n'a pas tous la même définition. Cette semaine, pour écrire le projet politique de les chambres d'agriculture, on a discuté d'une exploitation familiale et on voit bien qu'on n'avait pas la même définition tous. Et sur une exploitation compétitive, c'est sans doute la même chose. Alors je dirais qu'elle est compétitive, parce que, oui, sûrement.
parce que je pense que j'y gagne bien et nous y gagnons bien notre vie et on arrive à payer un salarié sur une exploitation de taille, on va le dire, 130 hectares, entre 100 et 110 vaches laitières, autour de 100, 102, oui, en moyenne, parce qu'il y a quelques vaches nourrices, donc, mais en tout, ça fait 110. Et je précise que tu es en GAC avec ton frère. Oui, je suis en GAC avec un frère, et puis on a un salarié pour combler mes absences. Je pense qu'elle est devenue compétitive parce que, pour la décrire, il y a 130 hectares, il y en a la moitié, c'est des sols, j'allais dire des mauvaises terres. Alors je ne sais pas, parce que quelquefois, on a à 10 km, on a des collègues qui ont des terres très argileuses, et nous, elles sont plutôt séchantes. Alors je ne sais pas lesquelles sont les mauvaises ou les moins mauvaises, mais on sait surtout, et puis le reste, on en a une partie, je dirais que c'est des terres convenables, et puis une autre partie où, même en bio, on arrive à faire 18 tonnes de matière sèche en maïs. Donc, je dirais qu'elle est compétitive parce que sans doute qu'on s'est adapté à la qualité de nos terres et à la qualité des terres les plus mauvaises parce qu'elles sont séchantes. On a été comme tout le monde parce qu'on a pris... il y a une partie de l'exploitation, c'était nos parents avant. Ils étaient sur des systèmes intensifs. Moi, je me suis installé, j'ai repris une exploitation. On a continué sur ces modèles intensifs. Et puis, une année sur 3, avec des coups de sec. Moi, je me suis installé en 89. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu d'années. Mais 89, 90, 91... 3 sécheresses. Et 3 sécheresses assez terribles parce que les hivers étaient secs et on démarrait déjà mal l'année, mal le printemps. Et en fait, sur les terres séchantes, là, en gros, on récoltait grosso modo 5 tonnes de matière sèche maïs. Donc quand c'est 5 tonnes de matière sèche maïs, c'est 5 tonnes de paille. Il n'y a pas un grain dans le maïs. Et quand vous avez des vaches déjà à l'époque qui étaient à 9000 kilos, autant vous dire que la complémentation en blé ou en énergie, en plus de l'azote, les camions venaient souvent en amener. Donc ça ne pouvait pas durer, parce qu'économiquement, ça ne pouvait pas durer. Et ça ne l'aurait pas fait. Donc on s'est adapté à ça et on a diminué les surfaces de maïs, on a diminué les surfaces de blé. Et sur ces terres séchantes, aujourd'hui, on ne cultive plus de maïs parce qu'on a la chance d'avoir des hectares... un peu plus loin, qui peuvent supporter du maïs et qui peuvent avoir un rendement convenable, même si on ne fait que 4 hectares de maïs aujourd'hui. On a cette chance-là quand même. J'ai des voisins qui n'ont que des terres séchantes comme ça, donc c'est pas toujours simple quand même à gérer. Elle est compétitive parce qu'on l'a adaptée donc, en termes de système de production, sans aller jusqu'au bio, parce que ça, c'est encore une étape supplémentaire, parce qu'à un moment, on s'est dit, on est dans le cahier des charges et on n'en a pas la rémunération. On peut très bien rester dans un modèle conventionnel, mais il faut surtout l'adapter à ses envies, mais il faut l'adapter à la qualité de ses terres, au parcellaire de son exploitation. Il ne faut pas faire coûte que coûte ce que vous vend le technicien de la COP ou du privé qui vient et qui a envie de vous vendre des intrants. Si ça ne vous correspond pas, et si ça ne correspond pas à la qualité de vos sols, si ça ne correspond pas au parcellaire, il faut surtout réfléchir autrement. Après, elle est compétitive aussi par le temps de travail, parce que aujourd'hui on a un jeune salarié, alors, je pense que ça va aller, la réflexion est entamée pour qu'il prenne ma suite. C'est un système qui a l'air de lui plaire, parce qu'on est rentré dans un système, mais aussi déconnecté du bio, parce que je connais des conventionnels qui font la même chose. On a groupé les vélages, donc dans le quart d'heure, là, en ce moment, le bois, l'exploitation du bois, l'entretien du bois, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il est pratiquement fait pour l'hiver. Là. Parce que dans le quart d'heure, là, les vaches, on les traite, on les emmène au champ le matin, elles restent dans le bâtiment la nuit parce qu'il n'y a plus assez d'herbe dans les champs. Mais dans la journée, dans le moment, c'est des clôtures et l'entretien du bois. Je ne veux pas dire que tout est fait, mais j'en ai parlé début de semaine avec mon frère. La semaine prochaine, le bois est fini, ou à peu près fini. Et puis, les clôtures, ça va aller assez vite, remplacer les poteaux, faire le tour de toutes les clôtures. Donc, quelque part, c'est un système, en l'occurrence, qui peut plaire à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent venir dans le métier, parce qu'en termes d'organisation du travail, ça le fait. Et puis, au final, il y a un revenu, je pense, très convenable.
Alors, je te propose de passer la parole à ton voisin, donc Jean-Marie Gaude. Donc, toi, tu es exploitant dans le sud du département. Tu m'as décrit ton exploitation en disant j'ai 3 pôles. J'ai un pôle animal, donc tu produis du poulet et tu as des vaches allaitantes, tu es naisseur. Tu produis des productions végétales, donc des cultures, mais aussi du miscanthus qui est utilisé pour la litière dans tes poulaillers. Tu produis aussi de l'herbe, puisque finalement, comme tu sèches, tu as un séchoir à bois. Comme tu sèches de l'herbe, ça devient une vraie récolte, une vraie production. Et tu m'as dit, j'ai un 3e pôle dans mon exploitation. C'est assez original de présenter les choses comme ça. J'ai un pôle énergie. Bah oui, parce que tu as une chaudière à bois déchiquetée qui chauffe tes poulaillers, qui permet de sécher de l'herbe, de sécher du bois, de sécher ton miscanthus à des périodes différentes de l'année pour permettre à la chaudière d'avoir un fonctionnement optimum. Je précise aussi que par rapport aux questions que tu as posées tout à l'heure, tu m'as dit que tu embauches 2 bûcherons pendant 2 mois pour faire ce travail-là, puisque le bois provient du secteur, de ton exploitation, mais du secteur. Et puis, tu produis aussi de l'électricité photovoltaïque avec une autonomie actuelle de 28% sur laquelle tu veux travailler. Et finalement, toi aussi, j'ai le sentiment que pour développer ce 3e pôle, comme l'a dit Loïc, tu t'es basé sur ce qui existait déjà sur ton exploitation. Quelles étaient tes terres, qu'est-ce que tu avais à ta disposition. Et puis aussi, tu as cherché une organisation du travail qui permette de se simplifier la vie. Voilà, donc je voulais que peut-être que tu nous parles justement du virage énergétique que tu as fait prendre à ton exploitation à une génération d'écart, mais avec un raisonnement qui est très similaire. Bonjour à tous, donc Jean-Marie, donc éleveur à Saint-Igeau, dans les Côtes-d'Armor. Comme disait Charlotte, oui, donc sur l'exploitation, donc on a, en fait, c'est un peu particulier. J'essaie d'avoir 3 pôles, un pôle animal, un pôle végétal et un pôle énergie. Et donc dans ce pôle animal, donc il comprend donc 1400 m² de volailles de chair, des 40 vaches limousines et la suite, un pôle végétal qui a à peu près, allez, on va arrondir 90 hectares d'herbe, 9 hectares de miscanthus et le reste en culture colza, blé et triticale. Et donc oui, donc dans la partie énergie, donc le virage énergétique que j'ai réfléchi, c'était en 2018. Donc je me suis installé en 2014 à la suite de mon père qui avait donc 1400 m² de volailles de chair, plus un voisin qui était juste à côté, qui avait 80 hectares de terre, qui se touchaient en fait. Et bien sûr la partie des vaches aussi en même temps. Donc j'ai continué mon bonhomme de chemin comme ça jusqu'en 2018. Et en 2018, j'en pouvais plus. C'est parti sur une réflexion comme ça, c'est que on était sur l'alimentation, c'était surtout autour des vaches allaitantes. On était sur du fermenté en fait, donc du maïs en silage, de l'enrubanage. Donc ça, je me dis parce que mon père me suit toujours, il a 69 ans, moi j'en ai 37. Donc je suis encore un jeune éleveur, c'est pas pour accabler Loïc, mais j'ai en dessous de 40 ans, je me considère encore jeune, et je voudrais bien revenir à 27, mais bon, ça passe. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc mon père me suit également un peu dans le... On va dire que il a l'expérience, donc il a des échecs, des réussites, donc une vie d'expérience derrière lui. Donc oui, donc c'est venu par rapport à l'alimentation des bovins, en fait, mon virage énergétique, c'est-à-dire donc maïs en silage et enrubanage. Donc en 2016, j'avais visité un séchoir en grange, et quand j'avais été visiter ce séchoir, je me suis dit ça sent super bon, c'est de l'herbe séchée. Si tu proposes ça à des animaux, mais ils vont être, c'est génial quoi. Donc voilà, c'était en 2016, donc 2017 c'est passé. Et en 2018, dans les échos, parce qu'on lit pas mal les échos, on voit que le pic de pétrole pas cher en fait est passé. En fait, on aurait toujours du pétrole, mais qu'il était passé quoi. Et ça nous a alertés. On s'est dit, oula, attention,
ne pensait pas du tout que bah oui, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça, on ne pensait pas du tout que ça aurait pris une envolée assez terrible en fait. Et donc on s'est dit, ben là, ça nous... Allez, qu'est-ce qu'on... Ben, je dis à mon père, tiens, je voudrais bien monter un petit séchoir, et puis pour les bovins, pour sécher de l'herbe, peut-être pas un séchoir en grange, donc un petit truc plus sympa, et puis avec une chaudière biomasse, parce qu'on a gardé beaucoup de bocage sur l'exploitation. Et donc, mais bon, voilà, économiquement, la vache allaitante à l'époque, en 2018, ben voilà, le banquier m'a vite fait redescendre sur terre. J'étais amoureux de mon projet, mais je me dis, ben voilà, comment ? Moi, je suis jeune aussi, donc je suis encore, ben voilà. Et donc, ben voilà, 2018 est passé. 2019, et dans une parcelle en 2019 à côté, ben là où c'est tout recentralisé, en fait, là on a mis le séchoir en place et les chaudières. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, en fait, on couple pas ça, en fait, avec la partie volaille, en fait, parce que la partie volaille était au gaz. Donc, on voulait se décarboner par rapport là-dessus aussi. On s'est dit, mais oui, le séchage en herbe, ça correspond très bien. C'est-à-dire, on coupe quand on a un séchoir entre début avril jusqu'à mi-octobre. Et donc, entre début avril et mi-octobre, on n'a pas besoin on a besoin de sources de chaleur pour la partie séchage d'herbe, mais beaucoup moins en volaille. Mais par contre, tous les mois d'hiver, on ne sèche pas d'herbe. Donc, on peut, en fait, ça couplait. Les chaudières étaient optimisées, on appelle ça, quoi. Et donc, l'histoire est partie. En 2019, on a rencontré, je vois Jacques dans la salle, l'association au SPACE. Et puis, c'est là qu'on a posé des questions à Jacques parce qu'on connaissait rien du tout sur la chaudière biomasse et sur le séchage. Bon, on nageait. Donc, c'est pour ça que Jacques nous a un peu aiguisés, et puis même beaucoup même. Et donc, et c'est là, après, qu'on a pris vraiment le virage, on s'est orienté vers des associations comme le CEGRAFO, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une association de sécheurs dans le Grand Ouest. Donc voilà, ils nous ont guidés aussi pareil, où aller et tout. Donc on s'est dit, allez, on est parti, on va mettre des chaudières de biomasse sur l'exploitation. Et donc, mais avant de mettre ça, donc l'installateur qui m'a mis ça en place en 2020, je lui ai dit quand même, parce que le chaudière biomasse était très connu, très connu. C'est quand même, ça fait 10-15 ans que c'est connu. Mais par contre, la partie séchage d'herbe, on a aussi 2 séchoirs à plat, 2 modules de séchage, c'est-à-dire à balle ronde, parce que ce n'est pas un séchoir en grange, c'est un séchoir à balle ronde, c'est-à-dire on emmène de l'air chaud comme si c'était de l'enrubanage en fait, mais on vient le sécher par en dessous en fait. Et donc au bout de 24 à 48 heures, il est sec, il est à 90% de matière sèche. Donc avant de monter ce modèle-là, ce projet-là, on a dit à un installateur qui commercialisait ce type de produit, je veux bien monter ça. J'étais le premier avec cet installateur-là. Je lui ai dit, moi il faut que j'aille voir les Autrichiens, parce qu'on va prendre une semaine, et si tu veux venir avec nous, tu viens avec nous. Et donc, on a été visiter 4-5 exploitations en Autriche, moi, mon père et l'installateur. Et donc, voilà, c'est là qu'on s'est pris une grande claque. On s'est dit, là-bas, l'environnement, c'est pas un gros mot pour eux. C'est vraiment ils font... Voilà, c'est l'environnement. Ils vivent très bien avec 30-35 vaches, mais ils transforment tout. C'est-à-dire, ils s'occupent du produit de A à Z, quoi. Donc voilà, le gars, on arrive à 10h30 là-bas, on boit une bière de 5 ans. L'alcool est dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? On arrive là-bas, une bière à 5, on prend une bière, 2 bières, 3 bières, on oublie de manger. Il était 16h, quoi. Et donc voilà. Mais bon, bref, c'était une petite anecdote. Et donc, en sortant de ce voyage-là, on s'est dit, allez, ça y est, il faut le prendre, il faut y aller. Vamos, on y va, quoi. Et donc en 2020, on s'est lancé dans l'aventure là. Donc, je me suis plutôt, mon père me suit, mais économiquement, c'est quand même moi qui prends quand même le risque. Et donc, l'énergie a pris une grande place, c'est-à-dire maintenant, on s'est décarboné par rapport à la volaille, c'est-à-dire il n'y a plus de gaz. Donc, c'est 2 chaudières de 350 kg chacune. Donc, ça fait 700 kg qui emmènent de l'eau chaude primaire au poulailler, avec des réseaux de chaleur, et en même temps, les réseaux sont en même temps pour les séchoirs à plat, pour les 2 séchoirs à plat et les séchoirs à balle ronde, quoi. Et donc, on revenait tout à l'heure sur le bois, parce que la cycle bocagenèse, je ne sais pas où il est le monsieur, voilà, j'ai perdu son prénom. Comment ? Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre. J'ai contacté la cycle bocagenèse au début avec Lucie, c'est ça ? Elle est toujours là ? Elle est toujours en place ? Elle est dans la salle. Ah elle est là. Elle est là. Pardon, je ne savais pas vu. Et donc, on a commencé un peu l'histoire comme ça. Et après, j'ai bien vu que je suis sur l'exploitation. On est à peu près à 50% autonome sur l'exploitation. Et les 50% qui
comment dire, les 50% qui me manquent, maintenant, c'est les collectivités qui m'appellent, ou des particuliers, ou plein des mairies qui ne savent pas quoi trop faire de leur bois. Et puis, on parlait des bûcherons tout à l'heure, donc j'engage 2 bûcherons à peu près 1 mois et demi, 2 mois dans l'année. Pas 1 mois et demi, 2 mois direct, mais 1 mois et demi étalé, en fait, à partir il ne faut pas que je dise de bêtises, entre le 1er septembre et le 15 mars, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon. Et donc voilà, en termes de coût, je peux vous dire, donc, un bûcheron, ça coûte 950 €. Ce n'est pas un bûcheron, c'est 2 bûcherons, parce qu'un qui est là et un qui range. Donc un bûcheron, ça coûte 950 € par jour. Effectivement, c'est très rare d'avoir des bûcherons. Donc c'est pour ça que je les invite au restaurant et tout. Je mets toute une relation pour les garder parce que c'est pas évident d'en trouver de bons. Donc ça coûte 950 € des bûcherons. Il faut qu'ils me sortent du bois à peu près 40 tonnes de bois pour que ce soit économiquement supportable. Et autrement, il y a l'équipe de broyeurs qui vient ensuite derrière, une autre entreprise. Et donc, à peu près, on arrive à 60 € à 40% d'humidité. Mais moi, la particularité, c'est qu'avec les séchoirs à plat, je le sèche. C'est une volonté, c'est-à-dire je le sèche à 15% d'humidité. Pourquoi? Parce que la meilleure productivité après dans la chaudière, quoi. Et donc c'est un petit coût de séchage entre 10 et 15 €, mais on passe 5 à 6 heures pour 90 mètres cubes, quoi. Donc voilà. Et autrement, sur la partie, je vais essayer de faire vite parce que je pense que vous avez sûrement faim. Et sur la partie énergie, oui, on part exactement pareil. Donc on a en 2008-2010, on a monté des centrales photovoltaïques, on revend à EDF. Et en 2020, donc on a mis sur les séchoirs, dont Régis est là. Merci Régis pour ton travail. On a mis un toit solaire en fait sur le séchoir. Donc c'est-à-dire on l'a décollé de 14 cm et donc on consomme tout, c'est-à-dire on est à 28% autonome sur l'exploitation et en même temps on récupère la chaleur du toit solaire. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui il ne fait pas un temps merveilleux, je suis en train de sécher de la plaquette, il va faire 14 degrés sous le panneau et donc si je demande une température de 40 degrés pour sécher du bois, et le delta en fait c'est la chaudière en fait qui va aller le chercher, quoi. Et par exemple quand on sèche de l'herbe au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, c'est avec le toit solaire. Donc plus de plaquettes, plus de tout ça. Donc pour l'instant l'État français est gentil, il n'a pas taxé le soleil. Je sais pas jusqu'à quand, mais bon en tout cas il est gratuit pour l'instant. Et donc, à peu près sur l'exploitation, on consomme, je parle en sec, c'est-à-dire à 15% d'humidité, on est à peu près à 500 tonnes de bois pour la partie volaille, pour la partie séchage, parce que maintenant également, mes voisins sont contents aussi, parce que je sèche pour d'autres, c'est-à-dire je fais un peu de prestations de séchage aussi, c'est-à-dire du métail bio, du chanvre, de la fétu, du dactyle, du blé noir, tout ça c'est un cercle fermé en fait, un circuit court pardon. Et donc voilà, donc à peu près 500 tonnes de bois à l'année. Donc voilà, et j'ai tout dit. Donc oui, l'herbe aussi c'est un élément important. Alors, sur l'exploitation. On reviendra sur l'herbe juste après. Pardon. J'en profite pour te couper, désolé, et pour passer au troisième intervenant de la table ronde. Merci. Benoît. Benoît Portier, tu es responsable d'équipe Herbivore Ouest à la Chambre d'agriculture. Juste rapidement, vous dire que les équipes herbivores des chambres d'agriculture, c'est 47 conseillers. Ils sont presque tous formés à Cap2ER. C'est juste un indicateur pour dire aussi l'orientation en fait, technique qui leur est donnée. C'est de la recherche appliquée, du conseil, de la formation, de l'expertise. C'est aussi une station expérimentale à Trévarez qui travaille sur le bas carbone, qui travaille sur le bio et sur le conventionnel. Et aujourd'hui, tu es venu plus particulièrement nous parler d'un projet qui s'appelle Startigine Valley. Alors, tu as compris qu'on était très, très en retard. Tu as compris ou pas? Du coup, il faut que tu présentes ça très, très vite. Merci. Bon, vous avez compris, donc. Ok, donc effectivement... ah oui, mais alors moi, tu me donnes le truc. Et passe les diapos, ce sera plus facile. Ok, je fais. Oui, c'est ça. Vous parlez de Startigine Valley. Pourquoi? Quand même pour dire, parce que nos élus à la Chambre d'agriculture croient dans l'avenir de la production laitière, notamment parce qu'elle est très connectée aux enjeux territoriaux.
Et que, alors singulièrement, c'est une réflexion qui a été portée à l'échelle du Finistère, mais qui a vraiment vocation déjà à s'adresser à l'ensemble de la Bretagne et voire de la France, parce qu'on est sur un démonstrateur territorial. C'est venu un peu d'acteurs des chambres d'agriculture, du département du Finistère aussi, des collectivités territoriales, d'une collectivité territoriale, et puis de l'Institut de l'élevage, de la filière. Donc vous voyez que c'est une réflexion qui concerne à la fois les filières et les territoires, pour se dire, mais oui, on sait qu'il y a une voie pour maintenir l'élevage laitier compétitif, et les témoignages que l'on entend l'illustrent, notamment ce qu'a dit Loïc sur la production laitière spécifiquement. On sait que effectivement, le lait, en termes de revenus, peut interroger, encore que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, que les charges de travail, on peut s'interroger, que le poids des investissements, que la dimension des structures est importante. Mais ici en Bretagne, on a beaucoup travaillé pour trouver des réponses à tout ça, à la fois au volet économique, au volet de travail, et puis aussi au volet environnemental. Alors, mon démonstrateur territorial, c'est quoi ? C'est un dispositif qui est piloté dans le cadre du programme France 2030. Non, tu peux reviens avant, parce que sinon je vais oublier. France 2030, donc c'est pour relancer en fait l'économie dans les territoires. Et il s'agit là, en l'occurrence, on est sur un démonstrateur territorial des transitions agricoles et alimentaires. Il y a plusieurs types de démonstrateurs territoriaux. Il s'agit d'accompagner les territoires dans la transformation de leur système de production agricole et alimentaire. Donc, pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Donc, vous voyez, quand on a dit ça, on enveloppe assez large. Donc, reformulé pour nous, donc le projet qui s'appelle, que l'on a dénommé Startigine Valley, donc qui a du breton, notamment dans le texte, c'est de développer des systèmes laitiers viables, vivables et durables. Donc, avec une dimension évidemment sociale, économique et environnementale, avec un enjeu fort du renouvellement de génération, de l'installation, voire du salariat, et puis tout le dynamisme économique des territoires. Parce qu'on sait que c'est principalement en Bretagne aussi l'élevage bovin, et surtout bovin laitier, bovin viande aussi, mais enfin ruminant, qui conditionne aussi l'usage des territoires. Donc il s'agit dans le cadre du démonstrateur de tester en conditions réelles, donc dans une approche systémique, à l'exploitation et au territoire, des solutions innovantes. Et puis surtout, on est sur un dispositif qui se veut réplicable, c'est-à-dire ça va se dérouler sur 5 ans. Alors on n'est pas encore engagé dans la phase qu'on appelle de réalisation, on est encore en train de travailler sur le plan d'action, mais en fait on sera jugé sur notre capacité à déployer les actions qui vont être mises en œuvre dans Startigine sur l'ensemble du territoire. Donc ça peut être aussi en Ille-et-Vilaine, mais aussi en Pays de la Loire ou dans toutes les régions de France. C'est clairement un attendu du projet, et là-dessus on est très clair, nous, avec les acteurs du projet, pour que ces actions soient réplicables. On ne travaille pas que pour nous, on travaille pour la collectivité. Merci, on continue. Donc alors, la particularité de notre projet, alors il y a une vingtaine de démonstrateurs en France. Le nôtre est certainement l'un de ceux qui a le plus de partenaires. On a beaucoup de partenaires, parce qu'on se rend compte que c'est un projet qui mobilise, qui intéresse. Bon, bien évidemment, le monde de l'économie, ça c'est essentiel, et l'ensemble des laiteries qui sont présentes sur le territoire sont dans le projet. On retrouve aussi les acteurs bancaires, on retrouve aussi les acteurs de l'économie du carbone, on retrouve aussi les acteurs économiques dans ce qu'on appelle la low-tech, parce que c'est aussi un volet qui est intéressant. On retrouve les acteurs de la formation, parce que bien évidemment, on parle d'installation, mais il est important de travailler avec la formation initiale type BTS, licence, et puis aussi la formation ingénieur, parce qu'il y a AgroCampus. Les centres de recherche, bien évidemment, classiquement INRA, IDEL, bien évidemment, porteur du projet, mais aussi le CEATech, qui par exemple est sur tout ce qui est ingénierie bureautique, robotique, pardon. On a aussi tout ce qui est association environnementale. Donc notamment, puisqu'on a aussi des thématiques autour des enjeux fonciers en production laitière, on sait très bien que le foncier, la structuration du foncier, c'est probablement le premier point à travailler. Donc on a tous les acteurs qui sont du foncier, y compris les acteurs effectivement type Safer, mais aussi Terre de Liens, Terrafine, qui sont des acteurs plus récents qui se sont mobilisés sur le projet. Sur le sujet. Et puis après, tous les acteurs du développement, on retrouve Innoval, donc les groupes d'agriculteurs Resagri, et puis aussi les structures qui sont autour des conditions de travail. Et puis les acteurs aussi des structures qui accompagnent l'innovation. Et puis, alors j'aurais dû commencer par ça, il y a les acteurs des territoires, parce qu'en fait, c'est un démonstrateur territorial qui est porté
par les collectivités, par une collectivité qui est le conseil départemental. Mais très vite, on a aussi monté ce projet en relation avec 4 PCI qui sont présentes dans le Finistère. Donc 2 dans le Nord Finistère qui sont sur des problématiques là où il y a encore une densité d'élevage laitier assez importante, donc confrontés aux enjeux environnementaux que vous connaissez. 2 EPCI qui sont plus dans le centre Finistère qui, elles, sont plus confrontées à vraiment une déprise forte en lait, notamment sur le secteur de Châteaulin-Plébin, où là on a une céréalisation forte des surfaces, et donc là de grosses inquiétudes sur l'avenir de l'élevage. Et puis enfin on a aussi le PNRA, donc le parc d'Armorique, qui est un acteur aussi territorial important. Et les collectivités territoriales sont très fortement impliquées dans le projet. Elles pilotent des domaines d'innovation parce que clairement, on prend de plus en plus conscience de l'importance du rôle des territoires pour discuter de l'évolution des systèmes d'élevage laitier demain. Je suis long. On va aller vite. Peut-être... Est-ce que... Ouais, je peux faire un focus. Alors, on a 10 domaines d'innovation qui touchent le volet social, économique et environnemental. Ici, on va mettre le focus plutôt sur le volet environnemental. OK. Donc, l'idée dans les actions, alors je l'ai dit, on est en train d'élaborer les actions, le plan d'action qui sera réalisé sur 5 ans, qui démarrerait en 2026. En fait, on est un peu à 3 niveaux. On est sur de la démultiplication. Donc, il y a quand même le positionnement de la station de Trévarez, si tu veux bien revenir, s'il te plaît, où clairement Trévarez est positionné, a beaucoup travaillé par le passé sur la valorisation notamment des fourrages. Les fourrages sont les clés des systèmes laitiers en Bretagne. Et de plus récemment, on a travaillé sur l'empreinte carbone de l'exploitation. Et Trévarez aujourd'hui se situe en termes d'empreinte carbone, avec tous les travaux qui ont été engagés, dans, on va dire, la proportion, les 10% plus efficaces en termes d'empreinte carbone quand on se compare à la base de données CAP2ER, puisqu'on est autour de 0,7. Dans le projet, on se fixe un objectif à 0,5, parce que notamment, on se dit que maintenant, il faut qu'on travaille sur le volet stockage. Et donc, on va reboucler sur toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir sur la place du bois, des haies, sur aussi la récupération du gaz, du méthane, notamment par la couverture de fosses. C'est probablement un chantier important où on se rend compte qu'en bovin, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de dispositifs applicables à des exploitations bovines pour récupérer les gaz et pouvoir les valoriser. Là, je ne parle pas de méthanisation, je parle simplement de récupération de méthane. Donc, il y a l'échelon de la station de Trévarez. Après, il y a un échelon de fermes pilotes qui seront répartis sur les territoires retenus pour essayer de voir comment, justement, on peut aussi mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques environnementales sur le carbone, sur la biodiversité, sur la réduction des IFT, sur le bilan aussi, sur l'usage des éléments minéraux, azote, phosphore, potassium. Et puis enfin, on a une approche aussi à l'échelle du territoire, et avec une action pour se dire, mais quand on raisonne à une échelle de territoire, quand on fait un inventaire des potentiels pour stocker, pour réduire le carbone dans les exploitations laitières, eh bien, qu'est-ce qu'il est bon de mettre en œuvre? Donc, des actions à 3 niveaux. Et puis, oui, on peut en rester là pour l'instant. Alors, je te laisse la parole. Comme promis, je propose qu'on revienne en fait sur la question de l'herbe que Jean-Marie a commencé à soulever. Ma question, elle s'adresse à vous 3, mais on va commencer par toi, Benoît, avec peut-être des éléments techniques. Donc, demain, des exploitations agricoles compétitives, attractives pour les jeunes et bas carbone, comment être au rendez-vous? On a beaucoup parlé de la place de l'arbre. Parlons maintenant de la place des prairies. À ton avis, quelle est la place de l'herbe dans cette équation compétitivité, attractivité, bas carbone? Est-ce que tu as quelques éléments techniques déjà Alors, l'élément technique, parce que je me suis occupé d'alimentation avant, en fait, ce que je disais, en fait, l'herbe remplace 1 kilo de maïs et 1 kilo de soja. C'est-à-dire que l'herbe est un produit qui est très équilibré et qui convient parfaitement à une alimentation du troupeau. Qui plus est, ça a été un petit peu évoqué, l'herbe présente un intérêt environnemental très fort, puisque généralement les prairies sont de longue durée, donc permettent de stabiliser un peu la vie microbienne, la vie à la fois de la faune et de la flore qu'il y a autour. L'herbe présente la particularité, alors il y a des querelles d'experts, mais de stocker le carbone, au moins de ne pas le restituer quand il est stocké. Après, on discute effectivement quelle est la capacité de stockage. L'herbe, plus récemment aussi, présente un intérêt par rapport à ce qu'on connaît de l'albédo.
Alors, je ne sais pas si certains de vous le connaissent, mais en fait, tout ça, les émissions de gaz, l'objectif, c'est le pouvoir de réchauffement global. C'est de maîtriser le pouvoir de réchauffement global. Et l'albédo rentre dans le pouvoir de réchauffement global, au sens où l'albédo, c'est la réflexion des rayonnements solaires. Et plus le sol est couvert, plus il réfléchit. C'est-à-dire un sol nu absorbe, a tendance à absorber, alors qu'un sol couvert a tendance à renvoyer le rayonnement dans l'atmosphère et donc à réduire le pouvoir de réchauffement. Et là-dessus, l'herbe a aussi des atouts. Il y a des travaux qui sont menés actuellement, notamment à Trévarez, dans les stations expérimentales, qui montrent tout l'intérêt. Donc l'herbe présente de nombreux avantages, mais en fait, l'herbe répond complètement à la problématique de l'économie, du travail et puis de l'environnement. Économie, parce que c'est un fourrage qui coûte le moins cher. Du travail, parce que c'est aussi un fourrage qui, lorsqu'il est utilisé, alors si possible par la voie pâturante, demande peu de travail. Là, on a fait des études là-dessus qui montrent que globalement, en période de pâturage, le travail d'astreinte est réduit, même s'il faut emmener les vaches ou aller les chercher. On travaille moins que quand l'agriculteur doit avoir des vaches allaitables et qu'il les alimente. Alors, je ne parle pas des robots, mais en règle générale, parce que le robot, il faut le payer aussi. Donc, en fait, l'herbe présente tout un tas d'avantages. La difficulté qu'on a aujourd'hui avec l'herbe, c'est qu'elle n'est pas toujours accessible. Et là, on revient sur les problématiques de foncier. Et il est sûr qu'à l'avenir, les systèmes laitiers à base d'herbe, pas 100% herbagés, hein, l'herbe se combine très bien avec le maïs, mais il y aura de l'avenir pour des systèmes herbagés vivables et durables s'il y a de l'accessibilité, c'est clair, parce que s'il faut faucher de l'herbe, ça devient un peu du bagne plus qu'un soulagement en termes d'astreinte. Et du coup, je repasse la balle à Jean-Marie. Je t'ai coupé au moment de l'herbe. Est-ce que, du coup, tu peux nous donner, toi, tes chiffres sur ton exploitation, tes coûts, en fait, de production? Et est-ce que tu utilises du concentré, du maïs voilà. Oui, je vais reprendre mon petit cas concret. C'est chez moi, hein, c'est que ma vision, mais et mes chiffres aussi. Mais c'est vrai que l'herbe, voilà, c'est... avant, on a calculé, on avait fait ça en 2022, on était à 150 € tonne de matière sèche pour le maïs, plus du concentré que j'utilise pas, mais je ne sais pas combien ça coûte du concentré à l'époque par tonne de matière sèche. Ouais, mais moi je parle en tonne de matière sèche en fait, je sais pas. Bon bref, on va dire sur une base de 30-40 tonnes. Donc, et avec l'herbe séchée, amortissement compris de la chaudière, des séchoirs, tout compris. On est à 80 € tonne de matière sèche. 80 € tonne de matière sèche. Donc il y a quand même une grande différence. Donc c'est pour ça que et en plus l'herbe voilà, il y a derrière, vous avez une meilleure santé des animaux, une meilleure santé de l'éleveur, parce qu'on parle de l'attractivité pour les jeunes. Voilà, le matin, avant, c'était, cas concret, c'était 1h30 pour faire du maïs en silage, en rubanage. Qu'est-ce qu'on fait du plastique? Il faut bien le recycler, tout ça. Alors que là, en séchant, on élimine tout ça, en fait. Donc, c'est un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. On déroule, voilà, qu'on soit malade, qu'on soit fatigué, parce que la vie d'un agriculteur, c'est jamais, on n'est jamais au top. Il faut calculer qu'on soit quand même, des fois, c'est assez, on est malade, ça peut arriver. Donc voilà, meilleure santé des animaux, meilleur confort de l'éleveur. Et aussi, une meilleure rotation dans les sols, parce qu'on oublie ça, mais quand j'avais été en Suède, on m'avait dit, la seule chose que j'ai retenue là-bas, c'était, ils parlaient rotation, la rotation. Demain, en Bretagne, c'est que mon avis aussi, hein, mais on est une terre de polyculture élevage, et malheureusement, l'élevage est en train de disparaître, et j'espère qu'ils vont revenir, parce qu'ils vont bien voir que l'éleveur qui était, je ne me rappelle plus son prénom non plus, pardon. Kevin. Voilà. Et il disait ça, il faut apporter de la matière organique aussi, parce que le sol c'est du vivant aussi, donc tout ça, c'est un cercle vertueux. On parlait de la dame aussi, j'ai un problème de prénom, bon, bref. Et donc, pareil, une cohérence dans le système, en fait, il faut que ça tourne, en fait, quoi. Donc, on essaye, en tout cas, j'essaye sur l'exploitation d'avoir que tous les ateliers soient décloisonnés et que tout se tient, en fait. La partie volaille tient la partie chaudière, la chaudière apporte du séchage. Si j'avais pas, voilà, tout tourne, en fait. Et donc, voilà ce que je peux dire sur l'herbe, quoi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Loïc, sur cette question de l'herbe, sachant que comme le temps est dépassé, si vous voulez une autre question, j'en ai 14. Non, mais
on mettra une bonne vinaigrette sur la salade et puis ça ira. Mais l'herbe, c'est presque un gros mot aujourd'hui, très clairement, y compris chez les éleveurs bovins. C'est ça qui me turlupine un peu, qui m'inquiète, parce que on m'a encore dit hier, mais Loïc, avec ton herbe, j'ai fait 145 quintaux de maïs sec, là, tu arrêtes de me parler de l'herbe, là, ton herbe, elle n'est pas rentable. Bon, il se trouve que tout le monde n'a pas des sols profonds, tout le monde n'a pas eu les orages au bon moment, et l'herbe, quelque part, si je reprends mon cas, si je reprends notre cas avec mon frère, pourquoi on est arrivé à cultiver davantage d'herbes et que sur la moitié de l'exploitation, on a arrêté de cultiver du maïs? Il faut comprendre qu'un maïs, un blé, c'est un investissement annuel. De l'herbe, alors même si on est en train d'évoluer dans les espèces, parce qu'on était on avait du dactyle sur certaines parcelles. À un moment, on s'est dit, le dactyle, c'est chiant, c'est pas facile à exploiter. Les vaches n'aiment pas ça, donc on est repassé à des raigrins anglais, même sur ces parcelles-là, mais on y revient au dactyle, et on revient aussi à des fétuques, parce que les coups de chaud sont de plus en plus fréquents, et le raigrain anglais n'aime pas. Alors nous, sur nos terres de sable, le trèfle, il n'est pas souvent là. Mais malgré tout, ces parcelles-là, on n'investit plus. On n'investit plus tous les ans. C'est déjà ça de gagner. Ça vous rapporte, vous faites moins de volume à la fin, mais vous n'avez pas investi tous les ans dans les semences, je vous en passe, dans les semences, dans le semoir, dans la charrue, dans l'ensileuse, voilà. C'est que de l'énergie, c'est que des métaux rares, parce que nos ensileuses, la ferraille et compagnie, il faut les construire. Donc tout ça, on n'investit plus là-dedans tous les ans. Donc chez nous, au moins sur une partie de l'exploitation, on n'a pas le choix si on veut encore être agriculteur et éleveur demain. Voilà, donc après, je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur l'herbe. Je pense que Benoît l'a dit, il y a un équilibre à trouver. Tu as parlé des rotations, il y a un équilibre à trouver dans ces rotations, y compris chez un éleveur de bovins, dans le quart d'heure, là. Elle est facile à faire, mais on nous rabâche les oreilles tous les 4 matins avec le sage vilaine. Je dis simplement, moi, ma réponse, c'est on enclenche la mécanique aujourd'hui, ok, mais donnez-nous du temps pour qu'on remette dans la tête des éleveurs les rotations. Parce que sur certains périmètres, on pourrait interdire le désherbage chimique du maïs. Sur une petite partie des surfaces, j'entends quand même. Mais c'est faisable. Moi, sur certes des bonnes terres, mais avec une luzerne qui fait 3 ans, un trèfle violet qui fait 2 ans, on remet un maïs derrière, on bine sans problème. Et le maïs, je vous dis, voilà, c'est pas les mauvaises herbes qui vont faire que le rendement sera mauvais. Donc c'est faisable. Donc il faut amener des rotations. Alors, chez un éleveur laitier, parce que la vache est par définition un herbivore, quand vous regardez vache laitière dans le... hier, notre intervenant parlait d'une définition dans le dictionnaire, mais là, je ne sais pas si c'est mis herbivore, mais par définition, une vache, c'est un herbivore. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est un président d'une coopérative qui vend beaucoup d'aliments et qui nous a dit il n'y a pas très longtemps, en Ille-et-Vilaine, au bureau de la Chambre, vos vaches, ça devient des granivores tellement on leur vend d'aliments. Donc voilà. Par contre, sur les rotations, on a un sujet sur les granivores, les producteurs de porc et les producteurs de volailles. C'est comment on amène de la rotation. Alors on n'amènera pas forcément de la prairie, même si je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à peut-être des assolements en commun pour y amener peut-être 3 ans de luzerne ou 2 ans de trèfle violet qui pourraient correspondre. Et il y a en Normandie, j'ai cru voir un reportage il n'y a pas très longtemps, et la PAC doit nous faciliter la vie sur le sujet pour ramener des rotations, pour rallonger des rotations, pour pouvoir utiliser moins de phyto derrière. Et puis je dirais pour la vie du sol, ça n'en sera que meilleur. Alors, on savait d'avance qu'en voulant traiter un sujet aussi vaste en si peu de temps, on serait frustré. J'ai encore plein de questions, mais je propose qu'on passe plutôt les questions à la salle compte tenu de l'heure et de la faim qui taraude vos estomacs. À partir de maintenant, le temps qu'on prend sera pris sur le temps de repas. Donc, je préfère être claire. On va quand même prendre une question et on va conclure cette matinée. Une seule. Le gagnant est Kevin.
Pour la captation, le micro, c'est mieux. Donc moi je reviens sur l'herbe, parce que Loïc disait, bah oui, moi c'est une notion de bon sens, tout ça, toute cette herbe-là, et pour faire lien avec le projet Startigen Valley, qui, moi je trouve, c'est formidable. Il est formidable ce projet. Il arrive un peu tard, mais il est formidable, parce que moi je suis installé dans la zone prévue pour ça. C'est exactement le système que moi j'ai mis en place, sans aide, sans rien du tout. Le truc qui me chagrine, c'est que, ou j'espère qu'en voyant les partenaires, c'est que la MSA et les impôts seront au courant des choses, quoi. Parce que faire sortir des gens à 3 000 € de salaire en 45 heures par semaine, il faudra boucler le projet jusqu'à la fin. Et ça, on ne le prend jamais en compte dans les installations. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre. Installer des jeunes, c'est faire du revenu et qu'ils le gardent. Voilà. Ouais, c'est faire du revenu pour qu'ils le gardent, mais il faut aussi penser à la suite. Donc, effectivement, dans notre revenu, je dirais imposé, il y a une partie, tu parles de MSA, il y a une partie qui va pour notre retraite. Alors, peut-être qu'il faut changer le système de répartition et de capitalisation. En capitalisation, je le mets entre guillemets parce que voilà, mais globalement, ça doit aussi nous permettre d'en mettre de côté pour l'avenir. Mais dans un premier temps, je pense que nos systèmes, quels qu'ils soient, alors l'herbe permet de capter du carbone, permet de le stocker. Il y a un débat, Benoît l'a dit, il y a un débat parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas tout à fait la même analyse que nous. Mais aujourd'hui, ils préfèrent planter des sapins pour capter davantage de carbone. Et donc, ça met de la concurrence sur l'élevage, très clairement. Mais globalement, quel que soit le système, je pense que on est là quand même, enfin, on n'est pas des philanthropes, on est là pour gagner notre vie, pour la gagner correctement. Il y a des systèmes qui sont plus vertueux que d'autres. On pourrait allier des systèmes très équilibrés et pas à 100% herbe forcément, même si on a un pays pas très loin de chez nous, alors peut-être avec une pluviométrie différente, mais qui est l'Irlande. Je ne veux pas dire qu'ils font du lait ou ils produisent du lait avec 100% d'herbe, parce qu'il y a un peu de concentré, et puis dans certains secteurs, il y a peut-être quelques hectares de maïs, mais c'est globalement, allez, sans prendre de risque, 90% d'herbe. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas capable d'en faire autant. Oui, enfin, c'est en train de leur revenir, mais malgré tout, on est capable de faire des systèmes beaucoup plus équilibrés, mais je sens que depuis quelques années, le système est complètement en train de se déséquilibrer, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que la Bretagne était devenue et en train de devenir une terre céréalière. Enfin, il ne faut pas avoir peur du mot. On parle d'élevage encore, mais enfin, vous voyez de moins en moins de vaches dehors, donc il faut qu'on arrive à le faire, mais il y a des incohérences. Le conseil régional subventionne les robots, et en parallèle de ça, il voudrait défendre des MAE pour que les vaches soient dehors. Donc il y a un moment, il va falloir qu'ils soient cohérents. Enfin, il y a plein de sujets comme ça, et je pense qu'il faut qu'on arrive, même si tu cultives du maïs, on doit être capable de planter davantage de haies. On doit être capable de déconnecter, parce qu'il va falloir qu'on y vienne, déconnecter des drains, peut-être reconstruire des zones humides. C'est pas peut-être, je le dis depuis 6-7 ans, parce qu'on va manquer d'eau. Enfin, en 2022, en Ille-et-Vilaine, on a failli manquer d'eau quand même. Et quand je dis Ille-et-Vilaine, c'est la ville de Rennes. Voilà, sauf que cette année, on est à 2 doigts d'en manquer quand même, parce que nous sommes début novembre et on n'a plus de flotte. Enfin, les réserves ne se remplissent plus, là. On vit sur les acquis de l'hiver dernier. Donc, il va falloir qu'on pense quand même tout ça. Donc voilà, ayons, nous, agriculteurs, capacité à développer, mais avec l'aide des politiques publiques. Et on est en train de commencer à réfléchir sur la PAC, la prochaine PAC. De grâce, réfléchissons avec l'argent de la PAC à ce que l'on pourrait faire pour avoir des modèles plus équilibrés, plus respectueux de notre environnement et qui permettent d'avoir des systèmes plus adaptés au changement climatique qui est en train de venir et qui s'accélère à grands pas.
Je voulais juste rajouter une chose, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'herbes, mais tu nous as interrogé sur l'intérêt des prairies. Il est clair que le maïs est un fourrage déterminant dans les systèmes laitiers bretons aujourd'hui, et que l'idée du projet et l'idée de nos travaux de recherche appliquée, c'est de montrer les solutions fourragères qui sont réalistes pour les éleveurs. Donc clairement, avec un système à base maïs aussi, mais pour lesquels les pratiques environnementales seront bonnes. Et l'exemple de Trévarez est une illustration. On a un système à 30% de maïs dans la SFP. On fait 7500 litres de vache par an. On consomme 600 kg de correcteurs azotés. C'est du colza, c'est même pas du soja. Et on est en bilan carbone à 0,7. On est en IFT à 0,7. On est en bilan apparent azote, parce qu'il faut qu'on en parle de celui-là aussi. On est à 50. Donc je vais dire, on peut aussi faire du maïs propre, couplé avec de l'herbe. La complémentarité maïs-herbe, elle a été travaillée dans la biblio depuis des années et des années. Merci. On termine là-dessus. On va en terminer là. Alors, il restait 13 questions, c'est ça ? Est-ce que tu veux nous dire en 2 mots, très rapidement, Alors, j'aurais aimé qu'on parle effectivement plus d'attractivité. Et il y a une question pour Jean-Marie sur laquelle je suis un peu frustrée, parce que dans l'échange préparatoire qu'on a eu, tu m'as parlé de quelque chose qui m'a semblé fondamental, c'est la vitesse à laquelle on vit. La vitesse à laquelle on vit, le changement. On va pas rouvrir le débat, hein, c'est juste pour avoir un aperçu de ce qu'on a pu faire. Et donc, juste faire vite, il m'a expliqué qu'un de ses objectifs, c'était de se libérer du temps pour réfléchir, pour prendre de la hauteur. Et donc, pouvoir, du coup, anticiper, prendre de l'avance, toujours aussi avoir un projet d'avance, et que le surplace, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, j'étais vraiment frustrée qu'on n'ait pas pu parler de cette question du temps qui s'écoule. Voilà. On ouvrira peut-être un autre espace de parole à un autre moment. Ça nous donne envie, en tout cas. Voilà, donc on arrive au terme de la matinée. Merci à tous les intervenants de ce matin, d'hier soir aussi. Je ne vais pas tous les nommer, ils sont nombreux. J'ai quelques petites informations à vous passer. On va manger, ça sent déjà d'ailleurs le repas. Il reste des livrets avec le contenu du forum, les résumés, et puis ce qui reste à venir, c'est-à-dire les webinaires qui vont démarrer la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à en prendre plus si vous voulez faire connaître les webinaires ou parler de ce qui s'est passé ici pendant 2 jours. Ils sont à l'accueil, vous pouvez en prendre en partant. Il y reste aussi ici sur la table les documents qui ont été proposés hier dans le cadre du colloque Fermadapt. Donc ce sont des fiches sur les évolutions climatiques, sur les leviers, sur les trajectoires d'adaptation des agriculteurs. Enfin, il y a énormément de contenu. Vous pouvez regarder, vous servir pendant le repas et repartir avec. C'est fait pour. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore ? Oui, on va donc partir en visite cet après-midi, 2 circuits de visite, le 1 et le 2. Je vous ai remis ici, si vous ne savez plus ce qu'il y avait dans le 1 et dans le 2. Normalement, vous avez une petite couleur qui correspond à votre circuit de visite. Et donc, on part en voiture. Et les voitures sont garées devant la salle. Donc, chacun va se gérer. Je vais trouver une voiture qui est numérotée par rapport à son circuit de visite. Le rouge, c'est le 1. Le vert, c'est le 2. Voilà, très bien. Un rouge, bâbord, tribord. 2 verts. Et donc, ne montez pas dans la mauvaise voiture, quoique tout est intéressant. Et puis surtout, montez dans une voiture, on ne sera pas là derrière vous pour voir qui restait discuter parce qu'il a oublié qu'il partait ou parce qu'il voulait rester discuter. Donc voilà, autonome, 13h45 dans les voitures pour les départs des visites. Je rappelle qu'il y a un mur d'expression dehors pour gérer toutes les frustrations de ce que vous avez encore envie de dire. Vous remplissez des post-it et on essaiera de valoriser tout ça. Et puis c'est le moment de remercier surtout tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette journée. La salle Horizon, on a été très bien accueillis pendant 2 jours et ici merci à tous ceux qui travaillent à la salle Horizon. Merci aussi à toute l'équipe Énergie Climat Agroforesterie de la Chambre d'agriculture. Ils peuvent se lever peut-être, et qui ont tous participé à la préparation de ce forum, accompagnés avec Sylvie Conan à la communication et puis Charlotte aussi de l'équipe environnement de la Chambre. J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, merci à tous d'être venus, en tout cas. Et je pense que c'est bon. On va passer la parole à Laurent Kerlier, notre président, pour le mot de la fin. FAIM.
Oui, merci Laurence. Donc effectivement, je voulais m'associer à tes remerciements parce qu'effectivement, d'abord, Monsieur Duprat, hier soir, pour votre intervention, les débats, la table ronde, les intervenants, les élus qui étaient aussi présents hier. Donc merci beaucoup. On voit que c'est dommage. Voilà, on aimerait un peu plus de personnes présentes, hein, aussi bien hier soir qu'aujourd'hui, parce que voilà, effectivement, on a un matériau intéressant. Donc tu l'as dit, tout a été enregistré, donc il va falloir profiter de ce matériau pour le diffuser. Hein, dans tout ce que fait la Chambre, un des objectifs, c'est de diffuser cette information au plus proche après des agriculteurs et éventuellement des collectivités aussi. Hein. Notre objectif, c'est de faire comprendre notre agriculture aussi aux collectivités et au monde qui est autour de nous. Donc encore une fois, merci Laurence et puis Régis qui ont été un peu ceux qui ont porté ce forum. Merci Loïc et mes deux collègues Loïc et Gaëtan. Je dirais aussi merci à tous les partenaires, puisque voilà, il y a de nombreux partenaires et financeurs. Il faut savoir que dans notre chambre d'agriculture, si on n'a pas de finances pour mettre toute cette recherche en place, ça ne se fera pas. Des petites inquiétudes quand même sur le moment par rapport au devenir des financeurs, puisqu'on voit que aussi bien les financements de l'État que le conseil régional, que le conseil départemental, voilà, c'est quand même une inquiétude du moment, sur l'avenir de notre recherche, sur la continuité des financements. Et puis vous dire que voilà, on est à la finalisation côté Chambre d'agriculture sur notre projet stratégique. Donc voilà, on l'a quasiment finalisé et notre projet politique, on a fini d'écrire côté interbureau lundi. Donc on l'expliquera. Hein. Alors, il ne change pas beaucoup par rapport au projet politique d'il y a 6 ans, c'est-à-dire c'est d'abord l'agriculture est faite avec des hommes, hein, notre intensité humaine qu'on a en Bretagne, cette capacité qu'on a eue de garder du monde en Bretagne. Donc on continue à affirmer cette volonté d'installer et nos salariés dans nos exploitations. Cette terre de polyculture élevage, ça a été dit tout à l'heure, de conserver cette particularité un peu bretonne et peut-être les Normands un peu comme nous, cette capacité d'avoir cet atout polyculture élevage pour continuer à avoir une agriculture performante. Le troisième, c'est les territoires et effectivement de continuer à œuvrer sur le territoire. Et un nouveau domaine qu'on va insister, ça a été dit, c'est la gestion des risques. Donc effectivement, ces risques climatiques, ces risques et la conséquence qui sont les risques économiques et le risque sanitaire, ou du moment où là, voilà, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ce qu'on a vécu cet été sur la partie FCO, MHE. La grosse inquiétude des NC qui n'approche pas de la Bretagne, mais on espère qu'on va les cantonner côté Est et côté PO. Dans les PO, on n'arrive pas, Pyrénées-Orientales, on n'arrive pas encore trop à maîtriser, mais côté Est, on a l'air de maîtriser. Mais ce côté sanitaire, IAHP, l'influenza aviaire qui est en train de se développer là côté Pays de la Loire du moment, et ça va être le thème de notre session dans quelques jours, ce côté gestion des risques sanitaires. Donc voilà. Encore merci et puis écoutez, bon après-midi. Je ne pourrai pas suivre vos travaux cet après-midi. Encore merci à tous et puis bon appétit.